Certaines choses, disait Paul Valéry, certaines choses me furent utiles, quoique compliquées, et d'autres parce qu'elles le furent, disait plus ou moins Paul Valéry. Amis des arts hypnotiques, amis des arts de l'accompagnement, amis healers, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Back to Basics dédié à l'hypnose. Et comme c'est un Back to Basics, on va un peu parler en premier lieu dans cette vidéo de définition de ce qu'est, ou en tout cas de ce que pourrait être l'hypnose. Avant ça, j'ai envie de vous partager une croyance. Alors c'est une croyance, et finalement une croyance, quand on la partage avec quelqu'un, je voudrais que vous considériez que c'est une question. Une question que vous pouvez vous poser ou pas. C'est surtout pas quelque chose à prendre pour soi, c'est quelque chose à interroger, pour voir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas, et qu'est-ce qui nous convient dans ce qui nous convient pas. Alors une première chose que j'ai envie de donner comme définition, c'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois. J'utilise l'hypnose comme outil. Et vous voyez bien, en regardant mes vidéos, si on devait parler d'outils, c'est pas vraiment aiguisé comme une lame dans mon cas. C'est plutôt plein de petits défauts, plein de maladresses, plein d'accros. Il y a même des fois où je me trompe et où je monte la vidéo. Juste parce que ma langue a fourché, par exemple. Alors oui, on pourrait se dire que y a une technique hypnotique, qu'il y a des façons de faire qui sont propices à l'hypnose. Est-ce que l'hypnose est un outil ? On pourrait le proposer comme une définition et je suis pas certain de ça. Après, il y a des gens qui ont vraiment une très très bonne maîtrise de l'outil hypnotique. Je connais des vraies machines de guerre d'hypnose dont les heuristiques ont un système de contrôle de la dérive, de la trajectoire par rapport à la trajectoire attendue qui est très serré et qui ont beaucoup travaillé sur une sorte de perfection. Et ça marche très bien. C'est très impressionnant à voir. C'est presque un peu dommage que ça marche aussi bien parce que ça aurait un peu cette tendance. Et là, encore une fois, je vous rappelle que je vous parle d'une de mes croyances. Donc, d'une question que vous pouvez vous poser ou pas. Je crois que ça a un peu tendance à faire oublier quelque chose qui pour moi est essentiel. Et je l'ai un peu abordé dans les premiers ouvrez les parenthèses et dans la première capsule. Il y aura l'autre capsule bientôt. C'est cette notion de ces nous, l'outil. Bref, y a-t-il une définition de l'hypnose ? Il y en a plein. Je vais commencer par la plus simple que j'ai trouvée. La plus simple que j'ai trouvée. La plus simple que j'ai trouvée. C'est celle du Larousse. Larousse, état de conscience particulier entre la veille et le sommeil, provoqué par une suggestion. Pour moi, cette phrase, elle a déjà quelque chose d'hypnotique. Un état de conscience particulier. Entre la veille et le sommeil. C'est pas vraiment ni l'un ni l'autre, c'est entre. Et puis, état de conscience particulier. Mais particulier par rapport à quoi ?
C'est particulièrement vague, un état de conscience particulier. Il faudrait déjà que les états de conscience existent, alors on se doute bien qu'il y a quelque chose qu'on appelle la conscience qui existe, cette chose qui permet de communiquer, de faire des mathématiques, de comprendre ce qu'on nous dit. Euh, et même de ressentir un certain nombre de choses, d'avoir des avis, d'avoir une personnalité. Tout ça est plus ou moins connecté à la conscience. Mais là, c'est un état de conscience particulier. Et on nous dit qu'il est provoqué par la suggestion. Alors en fait, ça amène une autre question. Exactement comme le début de cette vidéo, finalement, toutes les définitions ne sont qu'une occasion pour s'interroger. Qu'est-ce que c'est qu'une suggestion ? Il y aurait beaucoup à en dire. Des fois, une suggestion, c'est très direct. Puis il y a plein de types de suggestions. Je te suggère d'aller ranger ta chambre. Où est la suggestion ? Bon, on voit déjà que si on s'imagine en quête d'une définition, cette définition-là qui vient de nous être donnée, ça nous pose plein de questions. Alors, persévérons. Je vous propose de persévérer. En réalité, peut-être que c'était pas la bonne définition. Allons en chercher une autre, si vous le voulez bien. Et j'ai nommé la définition de Wikipédia. Alors là, je vais lire, parce que c'est un peu plus long. C'est Wikipédia. On a gagné, on a étoffé le propos. En français, le terme hypnose désigne à la fois des états modifiés de conscience, les pratiques thérapeutiques utilisées pendant cet état et les techniques permettant de créer cet état, appelées techniques d'induction. Il y en a encore. On va déjà commencer à voir que là, il y a quelque chose quand même de plus précis. Mais ça nous interroge encore sur ces fameux états. Ces états modifiés de conscience, c'est ce qu'on dit, entrer dans un état modifié de conscience. Vous l'avez déjà entendu, j'imagine. On reviendra là-dessus parce que c'est pas certain que ça existe réellement un état modifié de conscience. Et je suis pas certain qu'on soit encore totalement capable de nommer précisément ce qu'est la conscience. Et il y a des fois, pour approfondir le propos, je mettrai un chapeau. Je vais aller voir ce qui a marqué là. Lorsqu'un individu est dans un état d'hypnose, ses perceptions sont modifiées par rapport à son état ordinaire. Les caractéristiques de ces états sont variées, notamment perte de repères spatio-temporels, hallucinations, analgésie, anesthésie, etc. L'expérience hypnotique d'une personne dépend de sa personnalité, du contexte, de la méthode employée, des suggestions qui lui sont faites, de la profondeur, de l'induction hypnotique et d'autres paramètres. Une personne peut également développer une hypnose spontanée ou proposer soi-même sa propre hypnose. On parlera alors d'auto-hypnose. Il existe un ancien débat entre ceux qui considèrent l'hypnose comme un état mental spécifique et ceux qui la considèrent comme un jeu de rôle comportemental en réponse pour se conformer à une attente, ainsi que des positions médianes intermédiaires. Wow! Voilà, tonneau. Alors comment tu te sens? On peut subir des accélérations qui peuvent aller jusqu'à 7G. Donc là, on nous reprécise qu'il y a un état ordinaire. Et il y a quelque chose qui se modifie par rapport à cet état ordinaire. En même temps, et je vous renvoie en dessous, dans les liens, sur la vidéo de Clément Frise, qui parle d'une méta-étude et d'une méta-analyse. Vous savez, c'est des études
sur plusieurs études qui ont été faites. Donc ça, c'est la démarche scientifique. Et cette démarche scientifique a l'air de nous dire que finalement, il n'y a aucun marqueur ni d'état vraiment ordinaire de la conscience, ni d'état modifié de conscience, ni d'état altéré, et certainement pas en hypnose. En fait, on n'a pas encore, à ce jour, trouvé de marqueur fiable de ce que c'est un état hypnotique. Ça nous pose la question du réel et de la réalité. Le réel, c'est la partie objective du monde, c'est la partie scientifique du monde, c'est celle qui fonctionne avec ou sans nous, et parfois malgré nous. Et la réalité, c'est nos perceptions, nos concepts, les images qu'on se fait, tout ce qui fait que, à l'intérieur, on est capable quand même de reconstruire une image du monde qui nous est quand même assez propre, finalement. Et quand Wikipédia nous parle de ce débat qui a l'air d'être ancien, entre ceux qui considèrent un état modifié de conscience, ce que la science a l'air de ne pas vouloir trop valider, en tout cas il n'y en a pas les marqueurs, et un jeu social, eh bien ça nous ramène à cette question-là. Admettons qu'on joue une pièce de théâtre. Est-ce que pour aller chercher les émotions, est-ce que pour aller raconter l'histoire que j'ai racontée, finalement, je ne vais pas me mettre dans un état de conscience modifié, même si la conscience n'est pas modifiée en réalité. Est-ce que ça ne va pas quand même changer quelque chose dans mes perceptions? Pourtant, c'est un jeu social. Je sais bien, quand je rentre sur scène pour faire du théâtre, que je ne suis pas Schweizerkas. Que ma vie n'est pas Mère Courage et ses enfants. Je le sais, et pourtant j'investis ma propre histoire, je la modifie, je la mets au service d'eux. Alors finalement, tiens, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que entrer dans un état d'hypnose, c'est pas se mettre au service de quelque chose à l'intérieur de nous, qui nous fait ressentir subjectivement un état modifié de conscience? J'en sais rien. C'est quand je lis ce genre de phrases, ça m'amène des questions. Et vous, quel genre de questions ça vous poserait? Je savais pas que vous pêchiez. Ah non, non, je pêche pas. Vous pêchez pas. Ah non, j'aime pas ça, la pêche. D'accord, oui. Ah, mais c'est à cause de la canne, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, oui, on a tout de suite envie de penser à la pêche, quoi. Ah non, mais c'est juste une canne et un fil, hein. Une canne et un fil. Et un caillou au bout du fil pour tendre le fil. Tout à fait, parce que c'est important tout de même que le fil soit tendu. Ah bah oui, quand même. Sinon, c'est n'importe quoi. Eh oui, il faut que le fil soit tendu. Sinon, c'est n'importe quoi. Alors je vais vous donner une autre définition un peu plus tendue, celle-ci. Et notamment si vous avez fait des formations en hypnose ericksonienne, pas toutes les formations, mais certaines formations, elle va vous sembler un peu tendue. Et on y reviendra. C'est une définition du docteur Kihlström, qui était professeur émérite plutôt, qui était professeur émérite à l'université de Berkeley, en Californie, et qui était un grand spécialiste de la psychologie sociale et de la psychologie cognitiviste. Et voici ce que nous dit le docteur Kihlström, traduit par Clément Frise, enfin, c'est en bas. Faut vraiment que j'apprenne à faire le truc avec les doigts, là. Voilà, c'est en bas, les liens sont en bas. L'hypnose est un processus par lequel une personne appelée l'hypnotiseur offre des suggestions à une autre personne, appelée sujet, concernant des expériences imaginatives impliquant des altérations de la perception, de la mémoire et de l'action. Dans le cas classique, ces expériences sont associées à un degré de conviction subjective proche de l'hallucination et à une sorte de sensation d'involontaire, proche de la contrainte. Proche. Ainsi, les phénomènes d'hypnose reflètent des altérations de la conscience qui se produisent dans le contexte d'une interaction sociale. C'est mieux, non? Mais il y a quelque chose qui pique, hein? On vient d'utiliser le mot, alors évidemment on l'a modulé,
dans cette définition une sensation d'involontaire proche de la contrainte. Il y a des chances pour que ce soit tendu pour certaines personnes, cette définition, même que ça pique un peu. Et je voudrais revenir à des expériences de choses que j'ai vécues en formation, des gens qui étaient en formation d'hypnothérapeute, enfin, ou d'hypnose, ou de praticiens en hypnose ericksonienne, qui étaient très doués, qui étaient très performants pour mettre des personnes dans un état hypnotique, et pourtant qui disaient « j'ai jamais pu rentrer dans un état d'hypnose ». Alors, je vous ai dit que ce que je croyais, c'était une façon de se poser des questions. Finalement, c'est une occasion que je vous propose pour vous poser des questions. Et ce que je crois pas, c'est exactement pareil que ce que je crois. Je ne crois pas que ces personnes-là n'aient jamais vécu de transe hypnotique. Je n'y crois pas. Sinon, comment ferait-il pour s'appréhender aussi bien quelque chose d'aussi subtil, pour se l'approprier et pour le retranscrire aussi bien? Néanmoins, quelque chose en eux n'a pas validé un état d'hypnose. Est-ce que c'était une suggestion offerte qui n'était pas la bonne? Est-ce que c'était les expériences imaginatives qui n'impliquaient pas des altérations de la perception, de la mémoire ou de l'action? Ou bien manquait-il peut-être à cette expérience le degré de conviction subjective, proche de l'hallucination? Et cette sensation d'involontaire, ou presque de contrainte, en tout cas de quelque chose qui se fait en dehors du champ de la conscience, et qu'on peut juste ratifier comme étant en dehors du champ de la conscience, comme si on était l'observateur de soi-même, mais que quelque chose se fasse presque malgré nous. Alors je sais pas, c'est des questions. En tout cas, si ça vous est arrivé, vous pouvez vous interroger sur qu'est-ce qui vous a manqué pour valider un état d'hypnose. You may wonder about hypnosis, or even wonder if you should know about hypnosis. But that does not matter. You know about deep trance now, or just a little later. Because you know your inconscient mind knows more about what you know than you know, don't you? Oh, putain, je viens de faire un de ces rêves. Alors je ne vais pas vous donner beaucoup plus de définitions d'hypnose. Je vous invite à vous intéresser à la définition de Bernheim, par exemple, de l'hypnose, ou d'aller lire Ma voix vous accompagnera, qui est pas seulement, mais aussi une façon de proposer une définition de l'approche ericksonienne de l'hypnose. Peut-être voyager dans le temps, aller voir du côté du magnétisme animal, c'est intéressant. En tout cas, c'est aussi une invitation à prendre conscience que si on s'approprie une définition, cette définition va amener un certain nombre de présupposés avec elle. Et ces présupposés deviennent agents dans la séance. Finalement, en ayant tout un panel de définitions possibles, ça permet de changer quelque chose, de passer d'un point de vue à un autre, et ça change quelque chose dans la séance. Je vous invite à vraiment prendre conscience de ça, à envisager qu'en fait, Erickson, c'était pas quelqu'un qui n'avait aucune théorie ou aucune définition. C'était probablement quelqu'un qui en avait tellement qui pouvait s'adapter à n'importe quelle situation. Et puis, intéressez-vous aux modulateurs. On est dans une époque où la définition de l'hypnose, en tout cas du point de vue de la personne que vous allez accompagner, est plus vraiment suffisante parce qu'il y a tout un tas de modulateurs qui ont été rajoutés au mot hypnose.
hypnose ericksonienne, hypnose classique, hypnose directe, hypnose indirecte, hypnose humaniste, hypnose quantique, hypnose spirituelle. Tous ces modulateurs apportent des options à l'hypnose. Et ces options sont des ensembles de présupposés. Je vous invite à penser à vos présupposés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, allez voir les liens, renseignez-vous, restez curieux. Je voulais dédier cet épisode à mes 2 filles, Margot et Zoé, et puis à ma compagne. Je voulais présenter aussi un livre, voilà, je vais essayer de vous montrer. L'hypnose, ça marche vraiment, du docteur Philippe Haïm, parce qu'on est sur un back to basics et que c'est vachement bien fait. En fait, je crois que ça s'adresse un peu plus aux gens qui voudraient se faire accompagner en hypnose. En même temps, c'est un back to basics, alors ça fait jamais de mal d'aller voir un peu ce qui est écrit, et ce qui est écrit par un docteur en psychiatrie. Vous savez, le Graal et la table ronde, j'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Pas toujours. Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel.